pour le deuxième intervenant de cette matinée, on accueille le professeur Søren Erkman qui nous vient de Lausanne. Puisqu'il est professeur à l'université de Lausanne, il intervient aussi à l'EPFL et il va nous parler, lui, après les dynamiques des écosystèmes naturels, plutôt des dynamiques à temps long des systèmes industriels. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'abord beaucoup pour l'invitation et pour cette initiative aussi. Il se trouve qu'il y a quelques jours, justement, je parlais aussi avec un groupe d'étudiants de l'EPFL qui se posent les mêmes questions que vous, qui ont aussi le sentiment que l'institution n'empoigne pas de manière assez vigoureuse les enjeux actuels. Donc vous auriez peut-être même un intérêt à échanger éventuellement avec ce groupe. Donc effectivement, j'enseigne à l'EPFL, qui est une école fédérale, comme son nom l'indique, mais sur le même campus, on a une université cantonale qui dépend donc du Parlement du canton de Vaud. Et c'est là où j'ai un groupe de recherche en écologie industrielle. Cela dit, en Suisse, il y a une certaine souplesse dans les carrières académiques. Donc, je n'ai pas du tout une carrière académique standard, je dirais. J'ai d'abord fait la philosophie, les lettres, littérature. Ensuite, j'ai fait de la biologie, j'ai étudié la biologie. Puis après, je me suis dit qu'il était temps d'apprendre un métier, donc de passer aux choses sérieuses. Et j'ai fait un apprentissage de journaliste économique et scientifique. Ensuite, j'ai travaillé comme consultant, chercheur indépendant, entrepreneur pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on me propose de rejoindre l'Université de Lausanne et l'École polytechnique, ce qui ne m'a pas empêché de continuer à garder un pied dans le monde réel, comme j'aime à le dire. Donc, Sophies est une des dernières entreprises que j'ai créées, dont je toucherai un mot tout à l'heure. Alors, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur. Si vous regardez sur la longue durée l'histoire de l'humanité, disons les 20-30 000 dernières années, prenons un peu de hauteur. L'humanité a inventé des dizaines et des dizaines de systèmes économiques. Souvent des systèmes extrêmement sophistiqués, même sur le plan technologique. Pensez à toutes les technologies hydrauliques, par exemple, bien documentées, que ce soit dans l'Antiquité grecque ou égyptienne ou romaine, évidemment, et ailleurs, Chine, Inde, Amérique latine, précolombienne, etc. Mais on peut dire qu'il y a quand même un système économique dans l'histoire de l'humanité qui est très particulier, même si les autres étaient eux aussi très sophistiqués, souvent. On peut dire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le système industriel, ce processus d'industrialisation qui a commencé, pour lequel on peut voir toute une série de raisons d'origine, mais il y en a une en tout cas qui est cruciale, qui me semble absolument décisive, c'est l'abondance énergétique. C'est la capacité de disposer à tout moment d'une surabondance d'énergie qui fait qu'on a du temps à disposition parce que le gros de la population n'est pas en train de chercher à produire de la nourriture juste pour entretenir le métabolisme énergétique des organismes vivants. Donc ça, c'est tout à fait particulier, me semble-t-il, à la société industrielle, avec d'autres caractéristiques évidemment, et on peut la faire remonter en gros avec la mise au point de la machine à vapeur qui existait depuis longtemps, mais de la machine à vapeur à haute pression, qui devenait quelque chose de fiable, qui était vraiment capable de délivrer des grandes quantités d'énergie mécanique, et qui a notamment permis de pomper de manière intensive l'eau dans les mines, donc d'accéder à beaucoup de charbon, auquel on pouvait difficilement accéder avant, ce qui a permis de faire plus de machines, ce qui a permis d'extraire plus de charbon. C'est pour ça qu'on dit parfois que c'est non seulement une innovation qui a vraiment changé les choses, donc disruptive, mais surtout autocatalytique, puisqu'elle s'est elle-même auto-entretenue, et depuis, on est dans un processus extrêmement intensif de développement. Donc il me semble qu'aujourd'hui, dans ce processus planétaire d'industrialisation, il ne faut pas voir, à mon avis, la révolution industrielle comme un événement qui a eu lieu une fois pour toutes et c'est terminé et ça, c'est le passé. Non, nous sommes en ce moment, plus que jamais, qu'on le veuille ou non, par ailleurs, ça c'est pas un jugement que je fais, c'est un constat, dans un processus massif d'industrialisation qui est souvent mal perçu en Europe, parce que souvent on le voit comme étant un système vieillissant. À l'échelle mondiale, ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est le premier élément factuel que je voudrais rappeler, qui est important dans le contexte de l'écologie industrielle, c'est que le système industriel aujourd'hui est en pleine expansion et n'a jamais été dans une expansion aussi intensive que maintenant. Un tout petit exemple. Je travaille dans beaucoup de pays, notamment avec différentes agences des Nations Unies, pour essayer d'améliorer la situation. Prenez un grand parc industriel, le premier du genre dans un pays comme l'Éthiopie, 112 millions d'habitants, qui est en train de créer des millions d'emplois pour transférer ces emplois d'une agriculture relativement peu productive vers des systèmes industriels, et notamment dans le textile et dans différentes activités, avec beaucoup d'investisseurs, non seulement américains, européens, mais beaucoup d'investisseurs qui viennent d'Asie, par exemple. Et là, par exemple, ils nous appellent en urgence parce que tout d'un coup, ils se sont aperçus que leur système d'évacuation des eaux, de traitement des eaux industrielles, ne marche pas. On est juste à côté d'un milieu protégé, d'un lac, etc., etc. Vous avez le même scénario dans toute une série de pays. Alors, il va de soi que c'est le cas pour la Chine, l'Inde, etc., mais dans tous les
une série de pays que j'ai mentionnés ici, où on est en train de construire à tour de bras des grandes zones industrielles pour suivre le développement industriel, pas seulement pour l'export, mais aussi pour le développement intérieur. Donc là, il y a un phénomène structurant extrêmement important, qui est cette industrialisation massive en cours, qui se fait notamment sous la forme de parcs industriels, si possible sous la forme de parcs éco-industriels. Quant aux combustibles fossiles et au carbone fossile, il est loin d'avoir dit son dernier mot. Je collabore par exemple avec le gouvernement du Gujarat, une des provinces de l'ouest de l'Inde. Ça, c'est l'exemple d'un parc industriel entièrement basé sur la pétrochimie, 30 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030, entièrement autour du pétrole. Et à ma connaissance, ils n'ont aucune intention d'y renoncer. Il est évident qu'on peut le regretter, mais c'est ça la réalité auquel nous devons faire face. Je veux dire simplement par là qu'il faut en tenir compte. Et j'insiste là-dessus parce que, évidemment, dans l'engagement écologique, il y a parfois une certaine tendance à vouloir prendre ses désirs pour des réalités. C'est très très bien d'avoir des désirs ou des idéaux, mais en même temps, il s'agit de tenir compte de la dynamique réelle qui est en train de se passer maintenant. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Du reste, ce grand projet de parc pétrochimique, de la pétrochimie, fait lui-même partie d'un autre phénomène qui se développe de plus en plus, notamment en Asie, ce qu'on appelle les corridors industriels, qui sont des réseaux de super grandes zones industrielles. Vous en avez un qui est en train de se mettre en place entre Pékin et Bangkok, jusqu'à Singapour, par exemple. Ici, vous en avez un autre qui est le corridor industriel entre Bombay et Delhi, 1500 km de corridor industriel, avec essentiellement des infrastructures logistiques, rails, routes, etc., pour le transport de marchandises, qui lui-même fait partie d'un projet encore plus grand en Inde, qui s'appelle Sagarmala, donc en hindi ça veut dire la guirlande de ports, de 100 milliards de dollars pour les prochaines années, qui vise à rénover et augmenter la capacité de toutes les installations portuaires, surtout le littoral indien. Donc vous voyez qu'on est dans une dynamique d'industrialisation qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc le défi est important, évidemment. Et il y a encore l'échelle supérieure, le plus grand projet de ce type en ce moment dans le monde, c'est évidemment les nouvelles routes de la soie, qui, si vous voulez, sont une sorte de super projet de corridor industriel. Et ce n'est pas fini, si on fait un petit peu de prospective, on peut aller encore plus loin. Vous avez peut-être suivi les développements récents dans le domaine de l'industrialisation de l'espace. Donc en 60 ans à peu près, on est passé d'une époque vraiment héroïque de pionniers à un processus d'industrialisation de l'espace qui est en train de se mettre en place maintenant, au point que, alors il faut prendre ça avec un tout petit grain de sel, mais quand même, à mon avis, ce n'est pas du tout trop tôt pour y réfléchir. On a eu cet article qui vient de paraître qui dit « Il est grand temps », vous voyez le titre, de commencer à réfléchir à d'éventuelles réserves naturelles dans le système solaire, c'est-à-dire des endroits du système solaire qu'on veut laisser non exploités. Et évidemment, ça fait un peu sourire, je comprends, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le moment de commencer à y réfléchir. Le cadre juridique se met en place. Prenez la nouvelle loi du Luxembourg, article 1, les ressources de l'espace sont appropriables par des acteurs privés. Donc ils font allusion ici, évidemment, à tous les minerais qu'on utiliserait à partir des astéroïdes, non pas pour les ramener sur Terre, bien sûr, ça c'est pas logique, mais en revanche pour développer une industrie spatiale dans l'espace qui, en l'espace d'un siècle, mais ils le disent dans cet article, pourrait assez vite dépasser le produit intérieur brut mondial. Donc tout ça pour donner une idée du processus d'industrialisation massive qui est en cours aujourd'hui, évidemment avec les défis que vous connaissez. L'autre grande tendance, me semble-t-il, alors vous êtes en plein dedans, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle parfois la singularité, la convergence de toute une série de nouvelles technologies, je les mentionne là rapidement. Là, on a une difficulté, me semble-t-il, c'est que très souvent les gens qui s'intéressent au développement durable ne veulent rien savoir des développements technologiques, qui sont souvent par définition contre. Ce n'est évidemment pas le cas dans une école d'ingénieurs, mais très souvent, notamment dans le domaine des sciences humaines, que je fréquente beaucoup, on ne tient pas compte vraiment de ça, ou alors c'est vu simplement comme un problème. Alors qu'évidemment, ça doit aussi être vu comme une partie des solutions éventuelles. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est d'arriver à penser les deux ensemble. Donc c'est la troisième grande tendance, c'est tout ce qu'on peut regrouper sous le terme générique de développement durable. Alors on pourrait passer beaucoup de temps à gloser sur le terme développement durable. Ce qu'il faudrait retenir ici, à mon avis, c'est que c'est un processus institutionnel massif qui a vraiment démarré, comme l'a rappelé M. Abadi très justement, qui a été déclenché surtout au moment de 1987, le rapport Brundtland, il avait déjà commencé avant, et aujourd'hui c'est un processus institutionnel absolument massif qui est évidemment très très important. Alors dans ce contexte-là, justement après la publication du rapport Brundtland en 1987, et surtout, ce qui est crucial, c'est son approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies, ça veut dire que tous les pays de la planète membres des Nations Unies se sont mis d'accord pour accepter les conclusions du rapport sur l'environnement et le développement, qu'on appelle le rapport Brundtland. Plusieurs milieux, et notamment le milieu des ingénieurs dans l'industrie aux États-Unis,
dont Frosch et Galopoulos, ont commencé à se gratter la tête et se dire tout ça c'est très joli, le développement durable, c'est une belle notion, c'est vague, etc. Mais comment on fait pour mettre ça en pratique? Et ça, c'est l'origine sociologique, si vous voulez, de l'écologie industrielle, c'est de se dire mais comment on va faire pour mettre en œuvre ces beaux programmes d'écologie, de développement durable? Alors, il y a deux auteurs, donc Frosch et Galopoulos, qui à l'époque travaillaient chez General Motors, la plus grande entreprise industrielle du monde à l'époque, qui ont fait un article en 89 que vous trouvez en version française dans Pour la science de novembre 89, et où ils disent, en gros, le système industriel fait des choses assez étonnantes depuis à peu près 2 siècles. Il nous confronte aussi à des défis redoutables que vous connaissez. Il faut vraiment commencer à réfléchir un peu autrement, et notamment en termes d'écosystème industriel. L'idée de l'écologie industrielle était bien plus ancienne. Mon prédécesseur a fait allusion à Odum, un des pères de l'écologie scientifique moderne, et en fait, un de ses doctorants, qui s'appelle Charles Hall, a lui-même commencé, c'est le tout premier à avoir donné dès les années 80 des cours d'écologie industrielle. Donc, cette idée d'écologie industrielle, ici écologie au sens scientifique, elle est plus ancienne, et elle a du reste une origine dans des milieux de l'écologie scientifique. Simplement, c'est toujours resté quelque chose de très anecdotique. Ça n'a vraiment pas été pris au sérieux. Jusqu'à ce que 2 grands noms dans l'industrie disent, voilà, maintenant il faut le faire, c'était le bon contexte, et tout d'un coup, le domaine a commencé à décoller, même si conceptuellement ça existait déjà avant. Alors que je précise bien, quand on parle d'écologie industrielle, qui est une approche complémentaire à l'ingénierie écologique, la différence principale, je dirais, c'est que l'écologie industrielle va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du système industriel. Pas seulement sur la manière dont on transforme les écosystèmes, dont on en tient compte, mais vraiment on va entrer dans les procédés industriels eux-mêmes, et on va essayer de voir comment on peut les améliorer pour qu'ils deviennent autant que possible compatibles avec ce qu'on pourrait appeler le fonctionnement viable des écosystèmes entre guillemets naturels, pour autant qu'il existe des écosystèmes vraiment entre guillemets naturels, ce qui est une autre question. Donc ici, l'écologie, c'est l'écologie scientifique. Et alors industrielle, c'est là où en français, il y a souvent beaucoup de mauvaise compréhension. Ça a le sens d'industriel qu'il avait en ancien français, industrieux, ça veut dire actif, qu'il a gardé en anglais américain, industrial. Ici, industriel, ça désigne la totalité des activités humaines dans le cadre de la société technologique moderne telle qu'elle émerge depuis, en gros, ce qu'on a convenu d'appeler la révolution industrielle. En gros, depuis 2 siècles, même si ça a été préparé depuis bien avant. Donc, quand vous prenez une douche, quand vous mangez un fruit, quand vous mangez un sushi, quand vous faites n'importe quelle activité, évidemment, quand vous envoyez un email, etc., vous êtes en plein dans une activité industrielle, puisqu'en amont et en aval de ces activités qui ont l'air toutes simples, vous avez un gigantesque système ultra performant qui lui-même est contraint par des normes juridiques, par des politiques publiques, par tout un cadre institutionnel. Donc ici, l'écologie industrielle, ça consiste à repenser, revisiter l'ensemble de la société industrielle et sa dynamique de coévolution avec la biosphère, avec en arrière-plan les contraintes et les opportunités imposées par le fonctionnement des écosystèmes. Donc vous voyez que c'est très complémentaire de l'ingénierie écologique. Simplement ici, la focalisation va être plus sur ce qu'on peut faire à l'intérieur même des procédés et du système économique industriel. Alors, c'est devenu une branche, une discipline. Plus qu'une discipline, c'est un domaine, parce que ça convoque aussi bien la chimie, l'ingénierie, que la biologie, que les biotechnologies, que l'éthique, que la philosophie, etc., etc. Il y a un journal, il y a une association. Nous avons lancé le journal en 1997 aux presses de MIT, et nous avons créé en 2001 la Société internationale d'écologie industrielle. Je vous ai mis le site web pour ceux que ça intéresse. Et il y a des liens réguliers avec la Société d'ingénierie écologique dont on parlait tout à l'heure. Et du reste, les deux se sont développés un peu en parallèle dès le tout début des années 90, fin des années 80. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puisque je voulais orienter ma présentation sur un exemple un peu, ou des exemples concrets, c'est ce qui m'avait été demandé. Il y a 2 grands volets. Il y a un premier volet qu'on peut qualifier de scientifique, analytique. On cherche à mesurer et à comprendre en ayant le moins de biais, de préjugés possible. On a toujours des biais, mais ici, on essaie de les expliciter si on en a. Et je vais notamment développer ce point-là. L'idée étant que ça nous sert pour être bien informé, pour mettre en œuvre des stratégies de transformation ou d'évolution du système économique industriel à différentes échelles. Et là, aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'échelle territoriale en vous donnant l'exemple du canton de Genève tout à l'heure. Il y a 2 grandes méthodologies. Il y en a toute une série, mais il y en a 2 grandes qui sont au cœur de l'approche de l'écologie industrielle. L'une, c'est ce qu'on appelle l'analyse des flux de matière, sous-entendu des stocks, et aussi d'énergie, puisqu'il n'y a aucun flux de matière sans qu'il y ait quelque part, directement ou indirectement, des flux d'énergie, évidemment.
ce qu'on appelle le Material Flow Analysis. Et en fait, c'est à la base d'une approche très intéressante, si vous mettez ça en relation avec les exposés de hier après-midi sur la finance, c'est de la comptabilité physique. Ce qui domine quand même encore aujourd'hui massivement le système économique, c'est la comptabilité financière. Donc, une représentation purement abstraite, immatérielle, mais de quelque chose qui a toujours un soubassement matériel, que ce soit sous forme énergétique ou de matière. Donc ici, maintenant, et ça c'est des développements intéressants, c'est de tenter de développer une comptabilité physique de toutes les activités économiques. Et puis, vous pouvez aller une étape suivante, parce qu'ici, l'unité, quand vous faites de l'analyse de matière, l'unité, c'est une unité de masse. C'est de la gramme, c'est des tonnes, c'est des pétagrammes, c'est ce que vous voulez, et des joules pour l'énergie. Tandis que ça ne vous dit rien sur les impacts. C'est quoi les impacts sur les écosystèmes, sur la santé humaine? Donc l'étape suivante, ça consiste à chercher à quantifier les impacts potentiels, et c'est ce qu'on appelle couramment l'analyse du cycle de vie. Vous êtes peut-être familier avec ça, je vais surtout vous donner des exemples en lien avec l'analyse des flux de matière. Et puis, je disais, l'idée, c'est aussi, donc évidemment, après ça, de mettre en œuvre des solutions. Alors ça, c'est une des principales approches sur lesquelles on travaille beaucoup en écologie industrielle, c'est ce qu'on appelle les symbioses industrielles ou les synergies éco-industrielles, qui est inspiré évidemment directement de la notion, j'ai dit inspiré, je n'ai pas dit copier, qui est inspiré de la notion de symbiose dans les écosystèmes, donc c'est des réseaux alimentaires ou des chaînes trophiques entre différents acteurs économiques, et où vous avez toute une série de nouvelles interactions entre des entreprises qui traditionnellement s'ignorent. Traditionnellement, sur une zone industrielle, les entreprises, les zones ne savent pas ce que font les voisins, et c'est déjà toute une innovation que d'aller simplement informer les entreprises dans une zone qu'un tel fait ceci, un tel fait cela, qu'il a de la chaleur fatale dont on pourrait faire ceci, qu'il a toute une série de coproduits, de sous-produits, de déchets qu'on pourrait valoriser localement ou régionalement. Et ça, c'est toute l'idée des symbioses industrielles. Et on voit bien évidemment qu'il y a une dimension territoriale. Donc il y a différents projets. Il y en a un grand qui est en train de se mettre en place, notamment dans le Dunkerquois, où on cherche à faire à grande échelle des symbioses industrielles. Ce qui a par ailleurs un autre intérêt, c'est que plus les entreprises sont insérées dans des réseaux trophiques, dans des chaînes alimentaires qui les lient les unes aux autres, plus évidemment, ça est une pénalité pour elles que de délocaliser pour un oui ou pour un non, pour des raisons financières à l'autre bout du monde. Donc évidemment, il y a des enjeux pour conserver de l'activité locale, conserver de l'emploi à l'échelle régionale, si elles sont reliées les unes aux autres, outre que ça permet de diminuer les coûts de traitement des déchets, puisque ça devient des ressources qui peuvent avoir une valeur, etc. Donc il y a différentes méthodologies qui ont été mises au point pour mettre en œuvre ces symbioses ou ces synergies. Et il y a un élément crucial là-dedans. Alors évidemment, vous voyez bien tous les aspects techniques. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un calcule le dimensionnement du pipeline qui va transférer de la vapeur à telle température à un autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est tous les aspects techniques qui sont cruciaux. Mais l'aspect le plus crucial, rien ne peut se faire s'il n'y a pas un tiers garant. Et ce tiers garant, c'est ceux qui apportent la confiance. C'est ceux qui sont capables de faire que les acteurs économiques, politiques, sociaux acceptent de se parler et se font confiance au point qu'ils sont d'accord d'investir dans une unité, par exemple, de traitement de tel ou tel coproduit pour le rendre lui-même métabolisable, comme on dit en écologie industrielle, donc pour le rendre assimilable ou utilisable par une autre entreprise. Une entreprise qui génère comme déchet, par exemple, du sulfate du gypse, sulfate de calcium, un des grands déchets des centrales thermiques à charbon, par exemple. À un moment donné, il va devoir investir, on a des exemples précis, pour qu'il soit utilisable par une entreprise de construction qui va faire du placo-plâtre avec, par exemple. Et ça, c'est des choses où on parle ici de valoriser 150, 200 000 tonnes par année. C'est un exemple qui est bien connu au Danemark, par exemple. Mais tout ça ne se ferait pas s'il n'y a pas ce mécanisme de confiance. Et souvent, donc, il faut des tiers qui construisent, qui aident à construire la confiance, et donc qui fait qu'après, les solutions techniques peuvent être mises en œuvre. Ce modèle des symbioses, en fait, c'est aussi une manière de tirer le fil et de voir à l'échelle régionale ce qui se passe. Et on est en train de le mettre en œuvre alors à beaucoup plus grande échelle. Quand je dis on, c'est qu'on collabore beaucoup. On est toute une équipe à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. À ma connaissance, la France n'en fait pas partie, mais c'est une des grandes agences techniques des Nations Unies, basée à Vienne. Rien que le secrétariat, c'est quand même 700 personnes, et qui met en œuvre les stratégies de développement industriel, en gros, dans tous les pays hors OCDE, donc tous les pays en transition, en développement. Et là, on a obtenu cet été, ça a commencé cet été, un projet global avec 12 millions d'euros pour mettre en œuvre ces stratégies de synergie
à l'échelle des parcs industriels, avec des grosses économies d'énergie, de certaines matières premières, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est un exemple d'action d'écologie industrielle à grande échelle. Vous avez tous entendu parler d'économie circulaire. Alors, un des principaux sujets de recherche dans mon groupe d'écologie industrielle à Lausanne, c'est d'appliquer l'économie circulaire au CO2, évidemment, au carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle le CCU, la Carbon Capture and Utilization, l'utilisation du CO2. Comme vous le savez, le CO2, ce n'est pas simplement un déchet, c'est aussi, on peut en faire une ressource. C'est du reste exactement ce qu'ont fait les végétaux quand ils ont mis au point la photosynthèse, il y a un certain temps déjà. Ça, c'est la même idée, mais exprimée un tout petit peu plus de manière plus spécifique. Vous avez trois grandes voies d'utilisation possibles. Alors, vous avez ce dont on a parlé, M. Abadi a fait allusion au CCS, à la séquestration du carbone. Alors là, il y a un énorme potentiel en termes de volume. Mais il y a quand même un problème avec la séquestration, outre les risques inhérents, c'est que ça coûte cher, ça ne vous rapporte rien. Ici, ce qui change tout, à mon avis, c'est que dans l'utilisation du carbone, c'est-à-dire, en gros, ce que font les humains depuis 2 siècles, c'est que par inadvertance, ils construisent une mine artificielle de carbone dans l'air. Parce qu'ils ne réfléchissent pas, puis on jette. En gros, on stocke le carbone, là, on ne devrait pas le stocker, dans l'air, et ça interfère avec le système climatique. En revanche, si on le stocke, soit dans le sous-sol, c'est bien, mais ça coûte cher. Soit si on le stocke dans l'économie. C'est-à-dire, une fois qu'on extrait un atome de carbone du sous-sol ou de n'importe où, mais du sous-sol ou de la forêt, on aimerait qu'il reste le plus longtemps possible dans l'économie, en recyclant les produits une fois qu'ils arrivent en fin de vie, pour qu'ils génèrent en plus de l'utilité sociale et économique. Et ça change pas mal de choses. Vous êtes tous familiers avec les boissons gazeuses. C'est juste pour vous donner un exemple de la valeur du CO2. Vous connaissez peut-être cette entreprise qui s'appelle SodaStream, il y en a d'autres qui vous vendent des petites bonbonnes de CO2. Vous avez déjà réfléchi combien vous payez votre CO2 la tonne? Quelqu'un peut articuler un chiffre? Typiquement, la bonbonne que vous achetez en supermarché, la petite cartouche de 500 grammes de CO2 va vous coûter une vingtaine d'euros. Donc 40 000 euros la tonne. D'accord? Coût de production, environ 10 euros la tonne. Donc si ce n'est pas de la marge, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Donc juste pour vous dire, c'est anecdotique, mais en revanche, ça montre que le CO2 peut avoir beaucoup de valeur. Vous avez des très grandes entreprises comme Covestro, plus de 15 milliards de chiffre d'affaires par année, qui maintenant mettent sur le marché du polyuréthane à grande échelle, industriel, fait à partir de CO2. Donc en noir, c'est toutes les valorisations chimiques, c'est là où il y a un potentiel énorme. En vert, c'est quand vous faites faire une partie du travail par des êtres vivants, donc le travail de capture du CO2, vous le faites faire par des microalgues, par des végétaux, et après, derrière, vous faites des produits biosourcés. Et puis en bleu, c'est toute l'utilisation physique du CO2 sans le transformer. Et notamment, une application très intéressante, c'est les réseaux de chaud et de froid urbains à grande échelle, où on n'utilise plus de l'eau, mais on utilise du CO2. La capacité de transport calorifique est meilleure, et donc vous avez des tuyaux beaucoup plus petits qui sont comme ça, vous travaillez à 17 bars, et donc vous pouvez mettre ça directement dans les trottoirs, pas besoin de l'enterrer à 1 mètre plus, puisque ça ne risque pas de geler, etc., etc. Donc pour dire, voilà un exemple de domaine qui est en pleine émergence, et on est typiquement dans l'idée de l'écologie industrielle, de fermer autant que possible la boucle en générant de la valeur économique. C'était une idée qui était quand même un petit peu vue comme un petit peu futuriste, alors que ça ne l'est plus depuis quelques années. Mais alors notamment, ça a reçu l'onction du GIEC, de l'IPCC, au mois d'octobre de l'année dernière, lorsque le rapport commandé au moment de l'accord de Paris, quand les gouvernements ont dit, écoutez, on a un bel accord, mais on ne sait pas comment le mettre en œuvre. Donc, ils ont mandaté le GIEC pour dire comment on fait pour mettre en œuvre ces objectifs ambitieux. Et là, ils le disent noir sur blanc, ils disent c'est impossible sans avoir recours précisément à ça, c'est-à-dire à la séquestration ou l'utilisation du CO2 dans l'économie. C'est ce qu'on appelle les émissions négatives. Voilà un exemple de système d'approche de l'écologie industrielle. Et puis alors on peut encore aller plus loin. Un des projets sur lesquels on travaille depuis longtemps avec l'Agence spatiale européenne, c'est les missions habitées, donc humaines de longue durée, où là, il faudra régénérer l'air, régénérer l'eau, évidemment la nourriture, donc transformer les déchets de l'équipage en nourriture, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qui se passe sur Terre, simplement sur Terre, les cycles sont tellement grands que ça ne nous frappe pas, mais il faudra faire la même. Donc ça, c'est de l'économie circulaire ultime, où on est vraiment, alors cette fois-ci, sous très très fortes contraintes, donc qui peut le plus, peut le moins. L'idée qui est là derrière, c'est d'utiliser ces technologies basées sur des micro-organismes, évidemment, pour
avoir des traitements de déchets, de ressources, de valorisation de ressources sur Terre. Il y a toute une série d'applications qui sont en train d'arriver sur le marché ou qui existent déjà, dérivées de ce programme qui s'appelle MELISA. Si vous allez sur le site de l'Agence spatiale européenne et que vous cherchez MELISA, vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus. Ici, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans un cas ultime d'économie circulaire, il y a des applications terrestres très, très intéressantes et qui sont en train d'arriver. Maintenant, je voulais alors développer un peu plus, c'est ce que m'avaient demandé les organisateurs, un exemple de mise en œuvre à l'échelle territoriale, et je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé au canton de Genève. Il se trouve que le bâtiment là à droite, c'est l'ancien bâtiment du palais, ce qu'on appelle le palais Wilson, c'est là où la première société des nations a été hébergée lorsqu'elle a été créée il y a un siècle, donc l'ancêtre de l'ONU. Et c'est ce bâtiment qui hébergeait le secrétariat de la commission Brundtland, fameux rapport sur le développement durable. Donc l'État de Genève s'est dit, on veut être parmi les premiers, évidemment, pour des raisons évidentes, à avoir un agenda 21 de l'État de Genève, du canton de Genève. Et donc ils ont fait tout un cadre de politique publique avec une loi de 2001. Je rappelle juste que quand on parle en Suisse de l'État, c'est le canton. La Confédération a peu de pouvoir. Le vrai pouvoir, il est dans les mains des États, qui sont les cantons, les 26 cantons, qui délèguent une petite partie de leur pouvoir au centre. Donc ce n'est pas du tout décentralisé. C'est les cantons qui délèguent un petit peu de leur pouvoir aux États. Donc c'est eux vraiment qui ont le pouvoir. Et le Parlement genevois a passé une des premières lois, une loi assez typique du reste de là-bas, c'est une loi que j'appelle biodégradable. Donc c'est une loi qui est provisoire et elle est systématiquement révisée. Donc tous les 2 ans ou tous les 4 ans, au minimum une fois par législature, le bilan est fait. Est-ce que la loi atteint les objectifs qu'on voulait? Si elle ne l'a pas, alors on la modifie pour atteindre les objectifs qu'on veut. Et puis si on s'aperçoit que les objectifs sont atteints, ben on la supprime. Il n'y a pas besoin de garder une loi qui est arrivée au bout. Donc c'est aussi une manière d'éviter une inflation administrative, enfin, etc. Donc c'est tout un processus auquel un certain nombre d'experts ont été invités à participer étroitement. Et dans cette loi, il y a un article 12 qui a introduit explicitement l'écologie industrielle. Donc, il y avait une reconnaissance institutionnelle. Avec ça vient un budget tout à fait confortable pour mettre en œuvre, ben là vous reconnaissez exactement l'idée des synergies, donc des symbioses entre les secteurs d'activité économique. C'est encore allé plus loin lorsque la République et Canton de Genève a adopté sa nouvelle constitution en 2012. Il y a l'article 161 de la nouvelle constitution qui s'appelle l'écologie industrielle. Et il est bien dit, l'État respecte les principes de l'écologie industrielle. Donc tout ça, ça donne, si vous voulez, une légitimité qui est évidemment extrêmement utile. Maintenant, en pratique, ça a consisté d'abord à se dire, mais alors, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? C'est joli d'avoir des beaux articles de loi, mais on fait comment? Alors la première étape, ça a consisté à savoir, mais de quoi on parle physiquement quand on parle de l'économie du canton de Genève? Donc ça a consisté à faire, à l'échelle territoriale, un bilan complet, matière et énergie, évidemment, de toutes les activités du canton, où on inclut, alors on a le code, ça s'appelle, il y a un nom en Europe, en Suisse ça s'appelle le code NOGAS. Chaque activité économique a un code à des fins de documentation statistique. Et donc, on a pris tous les codes, c'est-à-dire les blanchisseries, les garagistes, les hôtels, les restaurants, etc., etc. Puis on a regardé les flux de matière associés à toutes ces activités, y compris les flux de matière associés à l'activité de consommation des ménages, plus l'usine d'incinération des ordures ménagères, plus la grande station d'épuration des eaux, etc., etc. Donc là, je vous résume tout un travail qui a pris pour une petite équipe un peu plus d'1 an quand même. Et là, je vous présente maintenant le métabolisme du territoire genevois dans toute sa gloire. Donc ici, on parle en millions de tonnes, et là, en milliers de tonnes, pardon. Donc vous voyez que de loin, le plus grand flux de ressources, c'est l'eau. Alors là, on ne parle pas de l'eau de pluie ou de l'eau du lac ou de la rivière. On parle de l'eau qui a une valeur économique, c'est-à-dire l'eau qui est injectée dans le réseau, qui a été traitée, qui a été purifiée, qui est mise sous pression. Donc c'est de l'eau qui est achetée. Donc on a 62 millions de tonnes à peu près par année. Alors évidemment, la première chose que vous vérifiez quand vous avez comme ça des bilans d'analyse de flux de matière, c'est que c'est le principe de conservation de la masse et de l'énergie. Donc ce qui est à droite doit être rigoureusement équivalent à ce qui est à gauche. Donc si vous faites le total à droite, vous allez obtenir exactement le même montant que ce qui est à gauche, aux variations près du stock. Comme dans tous les systèmes anthropisés, enfin industriels, comme nous sommes en train, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, de construire à tour de bras des bâtiments, des immeubles, des routes, des aéroports, des gares, etc., etc., le stock augmente. Donc, dans le cas de Genève, il augmente au minimum d'1 million de tonnes par an, ce qui fait qu'évidemment, ce qui est à droite, c'est les flux qui sont à gauche, moins 1 100 000 tonnes, évidemment, puisque... Donc, ça veut dire aussi, parce qu'ici, c'est rien en Suisse, mais si vous regardez ce qui se passe à l'échelle de pays en développement ou émergents, un jour ou l'autre, il va falloir gérer ces stocks quand ces stocks d'infrastructures arrivent en fin de vie.
Et c'est là où on a tout intérêt à les concevoir dès le départ pour que les matériaux de construction notamment soient réutilisables. Sinon, alors on aura un problème de gestion de déchets, même si ce n'est pas forcément des déchets dangereux, gigantesque. Ça, c'est une méthodologie qui a été mise au point il y a une vingtaine d'années, spécifiquement pour faire de l'analyse de flux de matière à l'échelle de territoire, de région. Parce qu'évidemment, ça prendrait trop de temps, on a rarement un budget et un temps illimité, ça prendrait trop de temps de faire tous les éléments chimiques dont on a besoin pour faire fonctionner l'économie. Donc ici, on a ce qu'on appelle des substances indicatrices, qui sont des substances clés, qu'on a dans tout système économique, qui sont l'eau, les matériaux de construction, le bois, le papier, les produits alimentaires, les plastiques et les métaux. Maintenant, après, dans un deuxième temps, vous pouvez affiner si vous avez l'impression qu'il y a un problème avec le cadmium spécifique, ou avec le zirconium, ou avec ce que vous voulez, vous pouvez après, ou avec l'or, etc., vous pouvez aller focaliser et dans un deuxième temps, faire des analyses plus spécifiques. Mais là, derrière, vous avez des dizaines et des dizaines de tableaux qui représentent la même chose, le même bilan de masse pour chaque secteur d'activité économique. Et puis, le total, ça nous donne ça. Ce qu'on a bien montré aussi, et ça a eu, ce résultat a eu une importance politique importante à Genève, c'est que les gros industriels, entre guillemets, sur un territoire très riche et urbanisé comme Genève, c'est pas les industriels, c'est encore moins les agriculteurs. Le secteur primaire, c'est complètement négligeable. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que 6% de l'eau est consommée par l'agriculture. En revanche, 42% est consommée par les ménages. Donc vous voyez que de loin, la cible prioritaire, c'est évidemment les ménages. Donc ça a permis d'asseoir sur une base rationnelle l'activité du gouvernement qui a dit la priorité, c'est d'aider, d'accompagner les consommateurs sous la forme des ménages pour être plus efficaces dans l'utilisation des ressources. Ensuite, vous avez le secteur tertiaire, qui est le second gros consommateur. Évidemment, les banques, la finance, ça consomme pas mal d'électricité notamment. Et puis, vous avez après le secteur secondaire, l'industrie au sens étroit traditionnel et le secteur primaire. Donc tout ça, ça a servi de base pour justifier des politiques publiques qui se sont centrées sur les ménages. Mais ça n'empêche pas du tout qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et qui sont en train d'être faites dans les autres secteurs. Et des fois, ça donne lieu à des petites surprises. Prenez le bois. Donc, vous connaissez peut-être un petit peu la région de Genève, c'est une région plutôt verte. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup plus de bois dans l'économie que dans les forêts. Le stock de bois est bien supérieur dans les maisons, dans les immeubles, dans l'économie, que dans les forêts. Donc, une des conclusions de ça, ça a été de s'apercevoir que ce qui sort comme déchets de bois est bien supérieur à ce que produit la forêt. La forêt produit 4000 tonnes par année, elle est exploitée, elle est stable, de manière durable, comme on dit. On en exploite 4000 tonnes, donc elle est en équilibre. En revanche, vous avez 17 000 tonnes qui, maintenant, peuvent partir au recyclage. On s'est aperçu qu'une bonne partie de ce bois était simplement évacué en Italie pour faire des panneaux de basse qualité. Et donc, maintenant, l'idée, ça a été de la valoriser localement, notamment en faisant des systèmes de chaufferie au bois, en périphérie de la ville pour éviter les problèmes d'oxyde d'azote, bref, etc., etc. Donc ça a servi de base. C'était un peu une surprise de voir à quel point, en fait, il y avait plus de bois dans l'économie, dans les bâtiments, et cette proportion augmente, puisqu'on favorise de plus en plus la construction au bois, évidemment. Donc ça vous donne des résultats qui parfois peuvent être un petit peu surprenants. Ce qui est apparu comme étant le problème principal dans le cas de Genève, c'était le problème de la ressource en gravier, donc matériaux de construction, pour faire du béton. Parce qu'il est de plus en plus difficile d'exploiter des gravières. Alors, d'une part, le gravier de bonne qualité, alluvionnaire, est lui-même quand même en train petit à petit d'être moins abondant, mais il y en a toujours quand même. Il y a de la ressource. Mais ce qu'on voit beaucoup, et ça c'est une gravière, une des rares qui est en train de fermer dans la campagne genevoise, c'est que les gens ne veulent plus. Alors ça c'est pour des raisons politiques, sociales, voire institutionnelles. Il n'y a plus moyen d'ouvrir des nouvelles gravières, même s'il y a toujours de la ressource géologique. Donc on voit très très bien que souvent l'accès à une ressource, en fait, c'est pas qu'il n'y ait plus de ressources physiquement, c'est qu'elle devient inaccessible pour des raisons qui peuvent être environnementales ou en l'occurrence politiques, puisque les gens ne veulent plus avoir de gravières près de chez eux. Donc il y avait une seule solution, c'est de faire de l'économie circulaire appliquée à tout le secteur de la construction, notamment au gravier. Donc soit vous démolissez et puis vous allez recycler le gravier ailleurs, soit vous faites venir des concasseurs mobiles, bref, il y a tout un plan qui s'est mis en marche. Et ensuite, après ça, il a fallu faire des études d'analyse de flux de matière plus spécifiques pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces gravats pouvaient être contaminés par des substances qui n'avaient rien à y faire. Donc là, vous zoomez avec des études de flux de matière spécifiques. Ça nous a permis de voir que les asphalteux qui étaient mélangés à ça, qui n'avaient rien à y faire parce qu'ils sont dangereux, ils peuvent contenir des polycycliques aromatiques qui sont dangereux, qui venaient des résidus de rénovation routière. Bref, ça a permis de voir comment on pouvait les séparer, éviter qu'ils se mélangent, et donc valoriser, mettre en place toute une filière de recyclage du gravier.
Et donc pour faire du béton à partir de gravier recyclé. Tout ça, évidemment, c'est accompagné d'un cadre. Ce n'était pas seulement un aspect technique, ça s'est accompagné d'un cadre de politique publique et juridique, évidemment, avec la mise en œuvre de nouvelles normes de qualité, avec la définition de ces nouvelles normes de qualité, ce qui fait qu'on a une norme homogène, adoptable par tous les partenaires de l'industrie. L'État, qui est le plus gros prescripteur, qui maintenant fait des appels d'offres où il conditionne. On dit, pour répondre à l'appel d'offres des nouveaux bâtiments construits par l'État, nous exigeons minimum 50% de gravier recyclé. Ensuite, l'hypothèse, c'était une menace, qui pour le moment s'est concrétisée que très partiellement, on va taxer l'utilisation de gravier vierge, puis à l'autre bout, on va taxer la mise en décharge de déchets de démolition. Ce qui fait qu'on on joue sur les deux niveaux. Parce que non seulement vous n'avez plus d'endroit où vous pouvez mettre vos résidus de démolition, mais vous ne pouvez plus accéder à la ressource. Donc vous n'avez qu'un seul choix, c'est de commencer à mettre sur pied une des ressources de circularité, donc de réutiliser le gravier. Alors, il y a toute une étude qui a été faite. J'ai déjà envoyé cette étude à votre collègue qui vous pourra la transmettre, notamment sur tout ce qu'on peut faire, parce qu'il y a différents types de gravier, différents types de béton à partir de gravier recyclé qui sont utilisés pour différents types d'utilisation. Mais donc, maintenant, ce qui est important, c'est que toute la ville est conçue de cette manière. Alors là, c'est intéressant parce qu'ensuite, il y a un autre enjeu qui n'est pas du tout technique, qui est celui de communication. Évidemment, quand on est technicien, scientifique ou ingénieur, on aime faire des belles études, très, très brillantes, etc. Maintenant, quand vous avez affaire à des camionneurs, à des transporteurs, à des concasseurs de béton, ce n'est pas des gens qui vont lire des rapports scientifiques de 300 pages. Donc là, l'État de Genève a une très bonne idée, c'était de faire construire un mur test en béton recyclé, et d'inviter tous ces gens-là, et puis accessoirement de les inviter après à une super bonne bouffe dans la campagne genevoise, donc tout le monde était là. Et au lieu de leur donner des rapports à lire, ils ont pu toucher du doigt un mur test et ils ont pu voir, oui, c'est possible de faire des murs qui tiennent la route en béton recyclé. Donc tout ça pour dire, c'est aussi extrêmement important. Vous pouvez avoir des idées les plus géniales techniques, mais si elles ne sont pas comprises par tous les partenaires dans le système économique susceptible de les mettre en œuvre, eh ben, vous n'irez pas très loin. Maintenant, nous avons présenté tous ces résultats parce qu'il fallait rendre compte au Parlement du canton de Genève régulièrement de l'avancement des travaux. Alors ils ont dit, c'est très très bien, vous avez fait le métabolisme de Genève, c'est très très bien. Puis certains parlementaires nous ont posé une très bonne question et nous ont dit, oui, c'est bien ça, vous recyclez le gravier, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle quantité de gravier on peut consommer de manière durable? C'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que souvent on dit, on recycle, oui d'accord, mais est-ce que ça suffit par rapport à l'usage durable d'une ressource? Puis qu'est-ce que c'est que l'usage durable d'une ressource? En fait, souvent on ne va pas assez loin dans le raisonnement. Donc là, pour ça, il a fallu construire un modèle, donc c'est de l'analyse de flux de matière dynamique, il a fallu construire un modèle pour essayer de voir quelle était, en faisant toute une série d'hypothèses sur l'évolution de la population, l'évolution de l'activité économique, ce qu'on est susceptible de construire, ce qu'on est susceptible de démolir. Pourquoi 2030? L'idée, ça c'est directement issu du rapport Brundtland, l'idée c'est de dire il faut que ça soit résolu le problème en une génération puisqu'on ne veut pas le passer à la génération suivante. Donc c'est pour ça que c'était l'horizon de temps 2030. On a fait des modèles et on voit qu'il y a, si on ne recycle pas, si on ne fait rien, eh bien on voit que l'exploitation du gravier continue, c'est la ligne rouge, comme si de rien n'était, donc la ressource s'épuise et on aura des problèmes. En revanche, si on fait du recyclage, c'est la courbe bleue, et si on fait recyclage maximal plus construire plus en bois ou en aluminium plutôt qu'en gravier, en béton, on voit qu'on arrive vraiment à économiser la ressource. Donc à un moment donné, il a fallu se demander, mais qu'est-ce qu'on entend par usage durable? Donc l'idée, c'est de mettre en stratégie une décroissance organisée de l'extraction de gravier neuf. Donc ici, à un moment donné, il faut faire une hypothèse, un choix, mais qui est politique et éthique. J'ai presque fini. Ouais, qui est politique et éthique. Donc ici, le raisonnement qui a été proposé, qui a été validé par le Parlement, veut dire, écoutez, on va faire l'hypothèse que nous continuons, parce qu'on a toujours besoin d'extraire un peu de la ressource non renouvelable à notre échelle, on va faire l'hypothèse que nous pouvons épuiser le gravier genevois en 500 ans. Donc on va s'autoriser à utiliser 1/500e de la ressource par année, étant entendu que le reste doit être fourni par le recyclage du gravier qui provient d'autres sources, notamment de démolition. Et donc, il faut mettre en place une décroissance faible, mais exponentielle, puisque chaque année, on va essayer de faire décroître les flux de béton. Et dans ce cas-là, dans ce référentiel-là, nous avons considéré que sur 500 ans, on s'autorise à épuiser la ressource, parce qu'on fait l'hypothèse quand même assez raisonnable que dans 500 ans, il y aura d'autres soucis que le gravier et qu'on aura trouvé d'autres manières de procéder. Ce qui est intéressant ici,
c'est que vous avez des politiques publiques qui mettent en œuvre depuis des années la décroissance du principal flux de l'économie d'une région. Et il n'y a pas eu les gens ne sont pas descendus dans la rue en disant non à la décroissance. Donc, on a intérêt, à mon avis, quand on parle de décroissance, c'est souvent des débats très idéologiques, très polarisés, à être plus spécifique en disant décroissance de quoi? On parle de quel flux? C'est quel flux qui est problématique? Comment on va faire pour mettre en place la décroissance de tel ou tel flux en priorité par rapport à tel autre? Ce sera très différent d'une région à l'autre aussi, ça c'est très important. Et donc, du coup, on peut avancer de manière tout à fait pragmatique, pour autant qu'on ait les outils. On a fait le même exercice, c'est juste, je passe très très vite, j'arrive au bout, pour, ça c'est le métabolisme du cuivre. Vous pouvez faire la même chose sur d'autres choses. Vous pouvez géolocaliser. Ici, on a géolocalisé les ressources de cuivre. Donc, c'est toute l'idée des mines urbaines. Donc, ici, c'est des concentrations de grammes de cuivre par hectare ou de kilos de cuivre par hectare. Et vous savez où aller chercher en priorité le cuivre pour faire une économie circulaire du cuivre. Ça va plus loin que ça. Ce qui est très intéressant dans le cas de Genève, c'est que 95% de la frontière genevoise, c'est le département de l'Ain et de la Haute-Savoie. Donc, il y a toutes les démarches transfrontalières, y compris sur des choses comme les transports, la mobilité. Tout ça fait partie du grand projet d'écologie industrielle. Si vous voulez en savoir plus, l'État a mis en place depuis plusieurs années un site d'information qui s'appelle GENI. Donc c'est le Geneva Network for Industrial Ecology, mais c'est en français, je vous rassure. Et vous avez aussi de l'information sur les parcs industriels qui mettent ce genre de stratégie en œuvre. Est-ce que j'ai encore 2 minutes quand même? Bon, j'ai quasiment terminé. Maintenant, vous pouvez faire le même exercice à l'échelle nationale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la comptabilité publique physique. Donc, si vous mettez en écho avec ce que vous avez entendu hier, ce qui domine depuis un siècle, depuis que ça s'est mis en place à peu près, c'est la comptabilité publique financière purement. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est sous ces valeurs financières, quelles sont les tonnes, les kilos et les joules de matière et d'énergie. Donc il y a toute une méthodologie qui s'est mise en place dans les pays de l'OCDE, c'est l'Office fédéral de la statistique en Suisse. En France, il y a un organe officiel qui s'occupe de ça. Et il y a toute une série de nouveaux indicateurs d'activité économique qui viennent complémenter le PIB qui est très critiqué à juste titre, mais qui viennent maintenant le complémenter. Vous avez notamment la demande totale en matière, le TMR, vous avez l'input direct de matière, etc., etc. Et tout ça permet ensuite de ne pas se payer que de mots, de mesurer est-ce que oui ou non on a réussi à décorréler l'activité économique de la consommation de matière et d'énergie, parce qu'on commence à le mesurer et à voir où est-ce qu'il faut agir en priorité. Il y a tout un débat ici sur ce qui s'appelle le TMR, c'est-à-dire, là vous le voyez aussi, le fait que dans un pays comme la Suisse, mais là on peut le dire sans doute certainement pour un pays aussi comme la France, le gros des flux de matière consommés pour l'économie n'entre jamais dans le pays. Donc, les énormes quantités, et ici, c'est ce qui est en vert, hein, en haut, c'est le plus gros, c'est presque 70%. C'est les flux de stériles miniers qui sont quelque part en Afrique du Sud, au Chili ou en Australie, liés à l'extraction de tous les métaux nécessaires pour faire tourner l'économie française ou suisse en l'occurrence. Alors maintenant, ce qui s'applique, c'est le principe de territorialité, qui est vraiment un principe juridique, qui fait que les flux ne sont pris en compte que dans les limites nationales du pays. Exemple, les émissions de CO2. Le CO2 qui est émis en Allemagne dans les centrales à charbon qu'on importe en Suisse, il n'est pas comptabilisé à la Suisse, il est comptabilisé à l'Allemagne, en vertu du principe de territorialité. Donc là, il y a toute une discussion, mais qui est documentée par ces études de flux de matière. Ces études de flux de matière, on les fait aussi alors abondamment dans le cadre de l'entreprise que j'ai créée avec des étudiants, qui s'appelle Sofies. On est un groupe avec plusieurs bureaux dans différents pays, on a une 40aine de personnes. Au cours des 2 derniers mois, on a engagé 10 personnes parce qu'il y a une demande considérable. Et notamment, je vous donne juste un exemple, un grand projet qu'on a maintenant en France. On est mandaté par 3 grands éco-organismes français pour faire des analyses de flux de matière du gisement d'équipements électroniques. Parce que ces éco-organismes, ils reçoivent une habilitation et risquent de payer des pénalités s'ils n'atteignent pas les objectifs de collecte annoncés. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est faire une analyse précise des flux et des stocks dans ce qu'on appelle le métabolisme pour savoir quels sont les flux et les stocks réels le plus proche possible de la réalité, surtout en tenant compte maintenant du réemploi qui s'utilise, de ce qui part en Afrique, etc., etc. Après, on peut zoomer par exemple sur certains métaux dans le but de les recycler. Ici, c'est un exemple pour l'or. Et donc, vous voyez que c'est en train d'avoir des applications à grande échelle un peu partout. Alors, je vais conclure. Donc, surtout hier et encore aujourd'hui, on a parlé essentiellement du développement durable vu sous l'angle de est-ce que nous aurons des écosystèmes qui nous permettent encore de survivre? Est-ce qu'il y aura assez d'eau pure? Est-ce qu'il y aura assez d'air respirable, etc. Ce qu'on résume souvent par cette idée d'équité intra- et intergénérationnelle par la formule quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Évidemment, c'est crucial. Mais je voudrais juste attirer votre attention, même si ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, mais c'est sous-jacent et c'est déterminant.
Il y a aussi l'autre aspect. C'est-à-dire, à quoi ça servirait d'avoir un magnifique système industriel en harmonie avec la biosphère, etc., si les gens ne trouvent plus leur place dans l'ordre symbolique, c'est-à-dire ne trouvent plus de sens à la vie, en gros, pour dire très très vite, ne savent plus où ils sont dans l'ordre généalogique, dans l'ordre de la justice généalogique. Donc il y a toute une dimension symbolique anthropologique qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est étroitement liée aux institutions, aux grandes institutions qui sont des grandes inventions de l'humanité. Pour ceux que ça intéresse, je le signale juste comme ça, c'est une piste à creuser, mais c'est très important d'avoir ça à l'esprit, à mon avis, même si ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. Il y a une œuvre qui me semble personnellement très inspirante, c'est celle de Pierre Legendre, qui est retraité, mais qui vit toujours à Paris. Ça, c'est un livre de conférence qu'il avait fait au Japon, dont j'extrais la citation que vous voyez en haut à gauche. Je vous recommande, pour ceux qui s'intéressent, de voir le film qui s'appelle Dominium Mundi, l'Empire du Management, qui met en perspective justement les enjeux anthropologiques et symboliques du processus d'industrialisation, de ce qu'on appelle le système industriel. Et vous avez le site internet qui valorise son œuvre, qui s'appelle Ars Dogmatica, pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie de votre attention. Désolé d'avoir débordé. Non, aucun problème. Merci beaucoup, Søren Erkman. On va avoir le temps uniquement pour une question pour l'intervenant précédent, donc c'est un PAPS. Juste une chose. Il y a mon ouvrage en français, le premier en français à ma connaissance, que vous pouvez télécharger librement sur le site de l'éditeur à Paris. Ce n'est pas interdit d'acheter une copie papier, vous ne risquez rien, mais il est disponible gratuitement en PDF. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous nous avez dit que pour mettre en place les symbioses éco-industrielles, il faut de la confiance entre les acteurs industriels et les garants. Donc il faut un tiers garant qui soit garant de cette confiance. Est-ce que selon vous, ça doit être pris par des acteurs publics ou est-ce que les acteurs privés peuvent être garants de cette confiance? Ce qui, donc, enfin, j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais est-ce que ça pourrait permettre que ça soit un peu plus généralisable plus rapidement si les acteurs privés peuvent mettre en place Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour les futurs consultants en environnement que vous êtes peut-être, c'est qu'il n'y a pas de réponse générale, donc il faut faire que des cas particuliers, donc ça fait plein de travail pour plein de consultants. Pourquoi? Parce que ça va énormément dépendre de l'histoire juridique, administrative, politique, sociale d'un pays et d'une région. Donc vous avez des pays comme les États-Unis où par définition on ne veut pas avoir l'État, il faut qu'il reste le plus loin possible, même s'il impose de manière très très vigoureuse souvent des contraintes, mais on part du principe. Alors eux, aux États-Unis, pour ces symbioses, ils ont le modèle du champion, le champion. C'est une entreprise qui dit ça y est, moi j'y vais, j'entraîne les... Enfin, bref, vous voyez tout... Vous avez l'inverse en Chine où le gouvernement dit dans 2 semaines je veux un parc industriel ici et il est là 10 jours avant, même pas 2 semaines. Voilà. Ça c'est 2 extrêmes. Vous avez des choses un peu entre deux. Alors mon expérience en France, ça fait une 20aine d'années que je suis dans des démarches de ce type en France, on voit qu'on ne fait rien sans l'État. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut mettre autour de la table l'État, alors au sens de Paris, mais la région, mais la communauté de communes, etc., etc., etc. Et des fois, ils viennent chercher un cabinet de conseil en Suisse qui vient neutre et qui n'est pas pris dans les querelles locales, qui souvent, parfois, sont politisées. Mais donc, vous avez un rôle important en France des chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'industrie. Alors, ce que nous avons fait il y a plusieurs années déjà dans la région de Dunkerque, c'est une association, Ecopal, ecopal.fr, non, ecopal.org, pour aller voir. Toutes les grandes entreprises du Dunkerquois, et il y en a, sont partie prenante de cette association à but non lucratif, et c'est eux qui jouent un peu ce rôle de tiers de confiance, qui catalysent tout ça. Donc, la réponse à votre question qui est excellente, c'est qu'il n'y a pas de réponse générale. Ça va être très, très spécifique à des contextes, et je dirais même à des histoires politiques, sociales, administratives, juridiques d'un pays donné. Et donc, vous avez toute une palette. Cela dit, au plan mondial, il y a une tendance, on voit bien quand même, qui est celle qui consiste autant que possible à confier au secteur privé la gestion de ces systèmes à l'échelle d'échanges. Enfin, quand on parle de zone industrielle, par exemple, de le confier à des organes privés, mais qui peuvent être par délégation d'un ministère, par exemple. Ça, on voit très, très souvent. Donc vous aurez quand même toujours, de près ou de loin, la puissance publique qui va jouer le garant de référent final. Mais après, la mise en œuvre peut se faire par des structures entièrement privées. Et là, vous avez toutes les nuances possibles et imaginables. Mais c'est un grand sujet de recherche et de réflexion, qui est justement les stratégies de mise en œuvre institutionnelle.
Merci beaucoup à la question et encore une fois sur Enerkman qu'on peut encore applaudir. Merci.